Alexis, Benoît. cette erreur de management qui tue ta boîte, c'est quoi la première? Ok. La première erreur qui tue ta boîte, toi là, qui regarde cette vidéo, qui nous écoute dans ton matériel audio, tu fais cette erreur et ça va tuer ta boîte. Non, pour de vrai, nommer tes premiers employés managers. La boîte grandit, c'est très très bien, c'est une bonne chose. Et vous allez avoir très probablement l'envie de faire le raccourci que font toutes les boîtes qui grandissent, à savoir vous dire, je vais prendre les gens qui sont super forts. Ta Julie, c'est une brute épaisse en sales, je vais la passer head of sales. Énorme connerie. Pourquoi énorme connerie? Parce que le skill set de manager, c'est pas le skill set d'individual contributor. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que le bon mouvement, c'est un truc qui est un peu rébarbatif, c'est ouvrir un job de manager, head of sales par exemple, faire la scorecard, dire voilà, c'est quoi toutes les compétences, toutes les connaissances, les savoir-être, savoir-faire, etc. qu'on recherche, ouvrir le poste, voir les gens en interne qui peuvent postuler, ouvrir en externe, que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Donc, pour le dire très clairement, on ne nomme pas manager quelqu'un pour le retenir, on ne nomme pas manager quelqu'un parce qu'on a la flemme de chercher dehors, on ne nomme pas quelqu'un manager parce qu'il est ou qu'elle est très forte ou qu'il est là ou qu'elle est là depuis longtemps. C'est pas un badge of honor, le management. C'est l'un des jobs les plus importants de votre boîte. Et c'est pas une récompense. Et c'est pas une récompense. C'est une terminologie qui, pour moi, a fait beaucoup de mal. Je dis pas qu'elle est inutile, je dis juste qu'elle a fait beaucoup de mal, par inadvertance. C'est la notion de team lead. Ah ouais, manager qui est pas manager mais qui est manager quand même. Exactement. Ah la vache, ouais. Mais au final, ça savonne la planche justement à cette idée que le management, le head of, le manager, le head of, en fait, sont juste des individual contributors à qui on a rajouté une casquette manager qui. C'est cauchemar. Non. Et soyons clairs, hein, dans mon exemple, Julie, elle va peut-être le choper, le job de head of sales, si c'est la meilleure, et conférer la scorecard. En tout cas, c'est trop important pour juste tomber dans ce piège dans lequel tout le monde tombe. Ça peut marcher, mais encore une fois, oui, dans l'absolu, ça peut marcher. Faites-le Julie dans les peut règles de faire le l'art. taf, mais tu maximises tes chances de. Ensuite, on a deuxième. Ouais. Deuxième erreur de management qui peut tuer ta boîte, ne pas poser un cadre de performance qui est suffisamment clair, ni un cadre de culture fit qui est suffisamment clair. Je m'explique. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de la North Star métrique d'un manager? C'est-à-dire, si on prend n'importe quel manager chez Yaniro, chez Scalesia, c'est chez vous qui nous écoutez, même nous, parce qu'on a des responsabilités managériales, on a tous la même North Star. Je vais vous la donner. C'est augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe. C'est tout. Là-dedans, il y a deux métriques. Il y a la perf, augmenter les résultats de l'équipe, durablement dans le temps, la fidélisation. Donc en fait, on veut des gens qui se donnent à fond et qui sont la meilleure version d'eux-mêmes longtemps. Point barre. Et après, qu'on soit CEO, head of sales ou je sais pas, lead product ou je sais pas trop quoi, c'est pareil. Donc ça, ce que ça veut dire en filigrane, c'est qu'il faut mesurer la perf et qu'il faut mesurer la fidélisation. La fidélisation, ça se mesure avec le turnover, le taux d'attrition, mais ça, c'est des métriques qui sont des lagging indicators, parce qu'en fait, quand vous avez des gens qui sont partis, c'est trop tard. Le meilleur proxy, c'est l'INPS. Donc en fait, si vous connaissez le NPS, qui est la fameuse réponse à la question de recommanderiez-vous votre produit à vos copains, le INPS, c'est Employee Net Promoter Score, qui est recommanderiez-vous Scalesia, Yaniro, Benoît, Alexis, à vos potes. Si vous avez un INPS qui est très élevé, ça veut dire que les gens vont rester longtemps. Si vous avez un INPS qui est très bas, ça veut dire que les gens vont se barrer, c'est sûr. Et du coup, pour faire ça, vous prenez un outil genre Office Vibe, Picon, n'importe quoi qui permet de mesurer l'INPS. C'est des surveys qui sont envoyés automatiquement à tous vos employés. Ça, c'est le premier cadre. Le deuxième cadre, c'est la perf. Donc là, si on est head of sales, c'est quoi la différence entre un bon sales, un mauvais sales? C'est quoi la différence entre une équipe qui performe et une équipe qui ne performe pas? Pareil pour la partie tech, pareil pour CSM, pareil pour ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de cadre de performance, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez aucune possibilité en tant que manager de faire la différence entre quelqu'un qui fit et quelqu'un qui fit pas. Vous allez avoir, tiens, j'ai l'impression que Ludovic, il est pas bon en sales. Mais on s'en fout de ton impression. Est-ce que Ludovic est top performer, low performer? S'il est low performer, comment on l'aide à aller atteindre top performer? Parce que vous êtes son manager, vous êtes censé l'aider, augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe. Et en fait, ce cadre de performance, si vous l'avez pas, vos managers ne peuvent tout simplement pas faire leur boulot. Donc c'est pour ça qu'il faut l'INPS, la partie performance, et ce que je peux rajouter, c'est le culture fit. Globalement, tiens, je vous donne très rapidement un petit bonus. Quand vous êtes manager, si ça se passe mal avec quelqu'un de votre équipe, il y a 4 raisons. Il n'y en a que 4. C'est ce que j'appelle la technique des 4-1, le framework des 4-1. Soit c'est de l'insuffisance professionnelle ou de l'incompétence. Si vous avez un gardien de but qui est hyper sympa mais qui arrête pas de but, c'est chiant. Donc, à un moment donné, on n'est pas une grande famille, on est une équipe de sport de haut niveau, donc il faut que les gens soient compétents. Ça, on a besoin du cadre de performance pour vérifier qu'on est là-dedans. Le 2,
si on n'est pas dans de l'incompétence ou de l'insuffisance professionnelle, on peut être dans de l'incompatibilité culturelle. Voilà. C'est quoi la première valeur de Scalesia, par exemple ? C'est la transparence. La transparence. Si moi, j'arrive, tu trouves que je suis super fort, mais je passe mon temps à répéter « knowledge is power ». Il y a un truc qui va pas. Et donc peut-être que vous saurez pas mettre le doigt dessus, mais je vais pas trop m'épanouir chez Scalesia, je vais trouver qu'il y a des trucs qui sont pas bien faits, et vous allez trouver qu'il y a des trucs que je fais pas bien. C'est ni moi le problème, ni vous le problème, c'est une incompatibilité culturelle. Et c'est pour ça qu'il faut poser ces valeurs. Parce que sinon, vous pouvez pas mettre le doigt sur ce qui colle pas. Je peux rejoindre la boîte en disant, tiens, Scalesia, ça serait vachement bien que ça aille en Nouvelle-Zélande. Oui, mais ça va en Australie. Donc maintenant, tu descends du bateau, tu construis ton bateau. Enfin, tu vas prendre un autre bateau, mais on va pas faire bouger le bateau pour toi. Donc ça, c'est l'incompatibilité culturelle. Le troisième, qui est beaucoup plus dur, ça c'est juste pour la forme, à mesurer, c'est les trucs invraisemblables. Quand on est jeune manager, on n'a pas de cadre de référence. Et là, c'est un cadre qu'on construit ni avec la perf, donc OKR, etc., ni avec le côté culture. C'est un cadre de référence qu'on construit avec un groupe de pairs. Il faut passer du temps avec les autres pour comprendre ce qui se fait et ce qui se fait pas. Parce que j'ai vu des tonnes de managers qui ont des gens dans leurs équipes qui font des dingueries, des trucs qui sont absolument pas acceptables, et qui, vu qu'il n'y a pas de cadre de référence, ils savent pas mettre le doigt dessus. J'ai vu quelqu'un, le problème, c'est qu'elle arrivait tous les matins en pyjama, à l'heure qu'elle voulait. Et elle me disait, comment j'ai fait pour gérer ça ? Bah, tu recadres, parce que c'est juste pas OK, en fait, on est au boulot. T'as quelqu'un qui refusait de partager son agenda professionnel, en disant, c'est mon agenda, ça vous regarde pas, c'est mon espace privé. Non, ça, c'est son agenda perso. C'est un objet de travail. Donc, incompatibilité professionnelle qui va être un peu l'insuffisance ou l'incompétence, incompatibilité culturelle, quelque chose qui est invraisemblable, et seulement si dans ces trois cadres de référence ça tient pas, il reste le quatrième 1, ça veut dire que vous êtes un gros con. S'il y a quelqu'un dans ton équipe qui te saoule et que c'est aucun de ces trois, c'est toi qui es intolérant et qui doit te remettre en question. Ensuite, on a un troisième point, je crois. Ouais. Après le 2. Troisième truc qui va tuer ta boîte, ne pas former ses managers. Je peux pas faire plus simple que ça. On est jugé parti parce qu'on forme les managers. C'est une grosse partie de notre activité. On a formé plusieurs centaines de managers de la French Tech. Mais franchement, c'est suicidaire de pas former ses managers. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le skill set qu'il faut pour être un bon ou une bonne manager est assez fourni et très antinaturel. La bonne manière de faire du feedback, c'est pas naturel. La bonne manière de faire des one-to-one, c'est pas naturel. La bonne manière de faire de la communication non violente et donc de la gestion de conflits, c'est pas naturel. Je prends juste 3 exemples top of mind. Ce que ça veut dire, c'est que si vous formez pas vos managers, ils vont tâtonner pour trouver les bons réflexes en étant encombrés par des réflexes relationnels de la vie normale. Typiquement le conflit, ne pas faire de feedback et puis ne pas faire de la posture basse ou posture manager coach en one-to-one. Et vous allez vous retrouver à avoir des managers qui tâtonnent pendant 3 ans pour trouver leur rythme au lieu de juste être sur les bons rails et niveau NBA en 3 mois. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant 3 ans, ils vont faire du mal dans vos équipes. Il y a des gens qui vont se barrer, il y a des gens qui vont en souffrir, bah ouais, parce qu'ils expérimentent. Donc, si vous voulez vous faciliter la vie, formez vos managers, comme ça, dans 3 mois, ils sont sur les bons rails plutôt que dans 3 ans avec tous les problèmes que ça aura créé sur le chemin. Ouais, est-ce que là, tu pourrais nous donner un petit catalogue là, du skill set à avoir, sur lequel tu dois bosser en tout cas? Tu veux que je fasse encore plus simple? Si vous allez dans la description de cet épisode, je sais qu'on l'a beaucoup joké. Les liens sont dans la description. Et en fait, on a fait un truc il y a pas longtemps. On s'est dit, comment on peut faire 2 trucs en même temps? Aider la French Tech à former ses managers, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de primo managers, et on veut justement équiper les gens le plus vite possible. Et comment on peut faire en sorte de baisser au maximum le pas de ce que ça veut dire de bosser avec Yaniro pour que les gens puissent eux-mêmes se dire ça apporte de la valeur ou ça apporte pas de la valeur. Et donc, on a fait un truc inspiré par Alex Hormozy, très clairement, et que je pense que vous faites tout le temps, c'est donner ce que les autres vendent. Donc en fait, on a pris tout notre contenu do it yourself pour faire grandir ses managers. Donc concrètement, c'est des cours vidéo, un MOOC qui dure 9 heures sur comment faire du feedback, comment recruter, comment onboarder, comment offboarder, tout ce que tu veux avec des profs qui sont des managers de la French Tech. La même chose en version podcast. Un wiki qui est sur Notion dans laquelle il y a les réponses à absolument tout, des questions à poser en one-to-one, des trucs tout faits, etc. Un test qui te permet de savoir, toi, si t'es manager plutôt drapeau vert, drapeau rouge, drapeau orange sur chaque pilier, etc. Et au moment de le pricer, on a dit fuck it, on le met à 0€. Et donc, je peux le mettre dans les liens dans la description de l'épisode. Et je vous donne juste un truc, la pratique est plus importante que les bonnes pratiques. Donc là, je vais vous donner les clés. Maintenant, il faut le faire encore et encore et encore et encore et encore. Mais en tout cas, vous posez pas 1000 questions, on a tout mis, on vous a mâché le boulot. T'es OK pour ça? On le met dans la description? Je vais même aller le télécharger à 1000%, ouais. Les liens sont dans la description.
Hey, c'est Benoît. J'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu. Autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi, depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Ensuite, je crois qu'entre 3 et 7, il y a d'autres chiffres. Absolument. Mais... il y a 4 qui est mon préféré. C'est ce que je disais juste avant. Et c'est pour ça que je suis passé très vite sur c'est quoi les techniques, le skill set, le machin. Si vous voulez éviter de tuer votre boîte, vous comprenez que ce qui est important, c'est pas la silver bullet ou les techniques de management, c'est à quel point vos managers pratiquent ce truc-là. On en a parlé dans un autre épisode sur il n'y a pas d'exercice magique de muscu, il y a le faire encore et encore et encore et encore et encore. Si vous voulez que vos managers soient super forts en feedback, vous prenez un Canva qui marche très bien, le feedback radical Candor, il n'y a pas de mystère, tout le monde le connaît, le bouquin est un best-seller. Vous l'appliquez by the book, encore et encore et encore et encore et encore et encore. Vous grindez le tatami jusqu'à être ceinture noire, c'est tout. Et ça, si vous voulez faire en sorte que vos managers pratiquent, si vous vous posez la question, je vous donne 3 techniques. Il y en a... La 3e ne va pas vous étonner, la 3e va vous choquer, je pense. Le premier, c'est prenez le meilleur ou la meilleure manager de votre boîte et faites-lui donner des cours aux autres. Mais en mode sympa, tu vois, en mode les bonnes pratiques, les techniques, les choses comme ça. Et dans ces moments-là, faites en sorte que vous fassiez des mises en situation des jeux de rôle. C'est une excuse pour la pratique. Vous pouvez le faire en allant donner 500 balles à un manager de la boîte d'à côté. Typiquement, nous, c'est un truc qu'on fait dans notre formation. On a une logique de parrain ou de marraine de la formation dans lequel je demande au DRH qu'on connaît bien, c'est qui le meilleur ou la meilleure de la boîte, et on paye cette personne pour qu'elle vienne être le parrain ou la marraine de la formation pour, typiquement, apprendre le basket avec Michael Jordan, quoi. Typiquement, c'est très cool. Donc ça, vous pouvez le faire, c'est hyper facile. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est du co-développement. Le co-développement, c'est du coaching qui nécessite une petite chorégraphie. Donc, vous allez taper co-développement. La méthode s'appelle Champagne et paillettes. C'est charmant, hein, c'est le nom des deux personnes, hein. Champagne et paillettes. Je me déteste. Ne m'encourage pas. Et vous apprenez ce truc-là, vous réunissez vos managers et vous leur faites partager leurs problèmes de manager. Et sur une méthode de co-développement, vous tapez dans l'intelligence du groupe pour résoudre les problèmes. Et le dernier point, je vais être honnête, j'ai jamais vu personne le faire avant qu'on le mette en place dans la formation et je comprends pas pourquoi ça n'existe pas. C'est de la même manière que tous les BizDev du monde ont leur call et leurs visio qui sont enregistrés. Enregistrez les one-to-one de vos managers et demandez au manager de ce manager de faire des reviews de call pour dire ça c'est de la balle, continue, ça tue. Là tu vois, t'as perdu ton N-1. Recommence. Comment on le fera avec des commerciaux? Ça donne envie ça ou pas? À fond. À fond. On en revient toujours au premier principe. Les premiers principes. Et ça, juste pour un tout petit mot là-dessus, j'ai des gens qui ont littéralement levé tous les boucliers qu'ils pouvaient quand je leur ai dit ça. Bah, nous, quand on a proposé ça aux managers qu'on formait, les DRH, elles m'ont sauté à la gorge, hein. Ils m'ont dit non, Alexis, on peut pas faire ça. Les founders m'ont dit non, Alexis, on peut pas faire ça. Et je dis, mais pourquoi? Non, mais l'intimité entre manager et manager et tout. Ah, mais parce que tu crois que les commerciaux, ils sont trop contents que tu viennes mettre le nez dans les discussions qu'ils ont avec leurs prospects. C'est juste que chez les commerciaux, c'est connu. Et que chez les managers, la relation manager-manager, on la considère tabou, un petit peu intime pour 0 raison. Et la vérité, c'est que si tu te mets dedans, bah là, tu fais de la pratique qui est extrêmement, on va dire, engagée. Parce que tu sais que tu es filmé, tu sais que tu veux donner de ton mieux et tu apprends au fur et à mesure, quoi. Et ça, tu peux le faire très facilement. Tu prends les mêmes outils que les outils commerciaux. Tu prends un Mojo, un truc comme ça. C'est quoi ton chiffre préféré, toi, entre 4 et 7? Moi, c'est le 7. C'est le 7 Bon, bah, on fait la 7e alors. Ça en fera 5 et 6. Tu vas me tuer, mon truc, là. On casse les codes. On fait 7, 5, 6. On fait 7, 5, 6. Le 7e truc que vous pouvez faire, qui a donc une logique très conclusive, mais Benoît a très envie de me savonner la planche, c'est ce que vous pouvez faire pour tuer votre boîte à grands coups de manager. Cette erreur de management, c'est ne rien faire ou faire des petites actions éparses. Le problème, c'est que tout le monde fait ça. Les managers, en général, dans des boîtes en croissance qui se développent, soit on va faire rien, soit on va leur acheter un bouquin à Noël de management. Tiens, lis ça. Soit on va faire un espèce de wiki interne pourri que vous n'avez pas eu envie d'écrire et que les gens n'ont pas envie de lire. Ça ne marchera pas. Si vous voulez que vos managers progressent, c'est comme tout le reste, il faut décider que vous voulez faire en sorte... Je crois que tu es en début de fou rire, je le vois. Il faut décider que vous voulez que vos managers progressent. La seule manière de faire ça, c'est d'y mettre une currency sur la table, soit du temps, soit du budget. Et donc les former, ou bien vous passez du temps à passer avec du temps avec eux. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi
la genèse de cette fallacie, le terme n'existe pas, mais j'aime beaucoup le mot fallacie, de considérer que quelque chose d'aussi complexe que de l'humain peut être résolu avec absolument zéro argent, absolument zéro temps, et que forcément, les choses vont se faire. Hein. Ah, mais ce qu'on mesure pas, s'améliore pas. Ce qu'on décide pas de faire progresser, progresse pas. C'est la base. Hein. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc qui me tiendra toujours. C'est fou. Hein. Ce déni de... Je pense qu'il y aurait des recherches sociologiques intéressantes à aller taper là-dedans. Je suis preneur. Des retours. Et donc maintenant, le 5. L'erreur de management qui peut vraiment tuer une boîte, sans problème, c'est sous-estimer l'importance du courage managérial. Le courage managérial, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Je vais le rendre très simple, et tu vas reconnaître des frameworks qu'on partage. C'est à quel point vous pouvez réduire le temps en tant que manager entre l'envie d'avoir une discussion qui vous fait pas plaisir et le moment où vous l'avez. C'est aussi con que ça. À n'importe quel moment, vous traînez une discussion que vous n'avez pas envie d'avoir. Quand c'est dans la vie quotidienne, des fois, on les postpone pour toujours. Tiens, ma mère, elle est relou sur ça. Tiens, ma copine, elle mâche la bouche ouverte, c'est relou et tout. Non, c'est pas vrai, ma copine est adorable. Et quand vous êtes manager, le problème, c'est que c'est des trucs graves. Ah tiens, Julien, dans mon équipe, le problème, c'est que là, il est pas tout à fait au niveau. Là, ça va parce que la boîte va bien, mais si un jour, on doit se séparer de gens dans la boîte, ça sera lui, quoi. Ah, en fait, Paul, c'est le meilleur sales de l'équipe, mais il est un tout petit peu borderline aussi. Il aurait un MeToo derrière lui que je serais pas surpris, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut que je le vire et tout. Là, je suis dans des trucs hardcore, hein, mais c'est des vrais trucs. À la seconde où vous avez ces trucs-là dans la tête, vous devez avoir une conversation difficile avec ces personnes-là. Du recadrage, virer les gens, devoir juste mettre les pieds dans le plat sur quelque chose de compliqué. Et le courage managérial, c'est ça. On va faire très simple, hein, et ça, pour le coup, je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de silver bullet, de trucs comme ça. Faut le faire. C'est dur. On n'a pas envie. Personne n'a envie. Les gens qui le font, ils sont pas devenus désensibilisés ou ils ont pas peur. Enfin, je sais pas toi, quand tu fais des trucs comme ça, moi j'ai la boule au ventre. Hein. Je me suis séparé de quelqu'un il y a pas longtemps parce que c'est quelqu'un qui était malheureux dans la boîte. Même si on l'a fait dans les règles de l'art, etc. C'était pas un mercredi matin sympa. Hein. Mais n'empêche que plus on fait durer le truc, plus le truc pourrit. Et en fait, le courage managérial, ça peut tuer une boîte. C'est ce qui peut faire que Julien, il aurait pu devenir super bon, mais en fait, vu qu'on l'a pas recadré tôt, il est pas devenu bon, et donc vous êtes obligé de vous en séparer, et ça fait de la peine. C'est là où il y a quelqu'un qui était tellement border qu'un jour il a basculé du mauvais côté, vous vous retrouvez dans une situation horrible que j'ai déjà vu beaucoup de fois auprès de managers, quoi. Mais je serais curieux d'avoir ton take là-dessus. Mon take là-dessus, c'est que je pense que le courage, c'est une asymptote que je pense qu'on l'est jamais assez. Je pense qu'on l'est jamais assez. Je pense que ce laps de temps, c'est comme le time to value dans le product. Tu délivres jamais assez vite la valeur. Jamais assez. Tu peux la délivrer le plus vite du monde, tu peux aller encore plus vite. Et je pense que ces conversations, tu pourrais les avoir potentiellement toujours plus vite. Et donc je pense qu'on est plus dans une minimisation des conséquences négatives de ce laps de temps plutôt que dans une annihilation totale. Je pense qu'il y aura toujours un moment, un manque de courage. Tu vois. Donc moi, la question, justement, c'est comment est-ce que tu peux créer du systématisme là-dedans et avoir cette conscience-là. Je pense que c'est vraiment conscientiser le fait que le courage ne sera jamais absolu et qu'à un moment donné, justement, il faut donc redoubler de violence à son propre égard pour y aller, parce qu'on sait à partir de là qu'on est tout le temps à la bourre. Mais ça, c'est un truc que j'essaie d'avoir constamment. Tu sais, c'est un rasoir décisionnel que j'ai, vraiment, que j'essaie d'instituer. Ce rasoir de... en ce moment, quelles sont les discussions difficiles que je devrais être en train d'avoir là en ce moment même? Et t'en as toujours, ouais. Comme tu l'as dit, il y en a toujours. Mais je le fais aussi, hein. Et ça pique, hein. C'est jamais drôle. Ça hein. pique de fou. Ça pique de fou. Jamais ça drôle. Pique avant, ça pique pendant, ça pique beaucoup moins après. Et donc en fait, plus tu vas attendre, plus ça va piquer. C'est exactement ça. Et peut-être pour être sur quelque chose d'un peu actionnable, je te donne mon avis là-dessus, et je serais ravi que tu le complètes. La meilleure chose que vous pouvez faire si vous êtes fondateur, fondatrice, si vous nous écoutez, c'est de travailler votre propre courage en coaching, chez le psy, juste par l'habitude de justement faire ce rasoir décisionnel que tu décris et d'essayer d'être le plus exemplaire possible dans la boîte. Plus vous donnez l'habitude à toute la boîte que c'est OK de mettre les pieds dans le plat rapidement, plus les gens vont se dire bon bah en fait c'est comme ça qu'on fait. Juste un petit exemple là-dessus, il y a une boîte que j'aime bien qui s'appelle Captain Contrat, où ils ont leur première valeur, ça s'appelle le tacle bienveillant.
Et en fait, c'est un truc qu'ils font depuis le tout début. C'est-à-dire dans les recrutements, dans les machins, dans les onboarding. En fait, on se tacle les uns les autres au sens où quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, faut le dire. Leur manière de le dire, c'est faut toujours dire devant les gens ce que tu dirais derrière leur dos. Non, mais nous, on appelle ça l'honnêteté radicale. Ouais, mais et ça, et il y a des gens qui se disent, ouais, mais c'est une boîte de brutes. Et en fait, c'est des gens qui comprennent absolument pas cette culture parce que ce que Max de Captain Contrat dirait, il dirait, non, moi, je veux pas qu'il y ait des gens qui, au moment du renouvellement de leur période d'essai, soient stressés. Tu sais toujours où tu es dans la boîte. Tu sais ce sur quoi tu dois bosser, tu sais ce sur quoi tu es déjà formidable. Et s'il y a un problème, tu le sauras minute 2. Et c'est ça la culture qu'on veut créer, quoi. Une culture n'est pas faite, est faite pour être polarisante. Hein. Absolument, ouais. Les meilleures cultures sont clivantes. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une culture qui crée des révulsions. Hein. Et que des gens se disent que jamais de la vie ils voudront aller bosser chez nous. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et nous manque le chiffre de la bête. Tout à fait, le 666. Le 6 en tout cas. Le dernier truc qui peut tuer votre boîte, et ça, vous pouvez revenir dans les liens dans la description pour voir exactement de quoi on parle. Ce qui est très compliqué avec le management, c'est que c'est un métier qui est excessivement relationnel. C'est quasiment que du relationnel. Si vous faites bien votre job de manager, vous faites quasiment que des rendez-vous. Des one-to-one, des entretiens de recrutement, d'onboarding, des questions-réponses, des ask me anything, des coups de main, des trucs comme ça. Et en fait, le gros problème, c'est que le prisme de notre compréhension du relationnel, vu qu'on est des êtres humains avant d'être des managers, existe déjà. Toi, si tu dois gérer un N-1, moi, si je dois gérer un N-1, bah, j'ai en tête ce que ça veut dire d'être avec des amis, d'être avec des collègues, d'être avec ma chérie, avec les gens de ma famille, etc. Et le gros problème, c'est que quasiment tout ce que vous avez comme automatisme qui vient de la vie relationnelle normale est claqué au sol quand on doit faire du management. Et qu'à l'inverse, tout ce qui marche en management, au sens qui permet d'augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe, qui va faire en sorte que les gens soient épanouis dans votre équipe, qu'ils soient bien alignés, etc., c'est des trucs qui sont antinaturels, mais vous n'avez pas idée. Et du coup, en fait, on comprend comment être très bon manager ou très bonne manager le moment où on comprend que le management, c'est une succession de chorégraphies qu'il faut appliquer le mieux possible, au début de manière très maladroite, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Si vous savez pas danser, bah au début, vous allez apprendre les pas, c'est un peu pâteau. Mais c'est pas très grave, parce qu'après, ça devient naturel et vous pourrez vous exprimer comme ça. Le management, c'est pareil. La manière intuitive que vous avez de faire des feedbacks est nulle à chier. La manière intuitive que vous avez de gérer le conflit est pourrie. Et la mienne aussi. Vous savez comment gérer le conflit dans la vraie vie? Si je m'embrouille avec Benoît, je vais lui dire « Oh, calme-toi !» Il va bien se calmer. Ça a bien marché, ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La communication non violente, c'est pas naturel du tout. Vous savez aussi ce qui est naturel dans la relationnelle? L'implicite et le non expliqué. Si on fait une soirée avec Benoît et que il a envie de rentrer depuis 2 heures et qu'il me le dit pas, je peux pas deviner. Mais par contre, peut-être que quand on rentre, il va me dire « T'as gros, t'es relou, en fait, moi ça fait 2 heures que je veux me barrer. » Bah dis-le moi. Et quand on est manager, il faut apprendre à se dire comment j'arrive à expliciter ce que j'attends de mes collaborateurs. Ils n'ont pas à deviner ce qu'ils attendent, ce que j'attends d'eux, et comment je les aide à expliciter ce qu'ils attendent de moi. Et là, on retombe sur toutes les questions qu'on a vues, je sais plus si c'était cet épisode ou les épisodes d'avant, du type qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Voilà, que tu saches ce que j'attends de toi, c'est ça les résultats, c'est ça la deadline, et après on fait des points de contrôle, etc., etc. Donc en fait, faut suivre les chorégraphies. Les chorégraphies, vous les avez dans les liens dans la description, et c'est tout. Et il faut vraiment éviter d'improviser. Improviser en management au sens se laisser aller au relationnel standard, ça marche pas bien. Petit bonus point, quand vous commencez à adopter ces chorégraphies dans la vie relationnelle, vous êtes également un meilleur conjoint, ami, membre de famille, etc. Quoi de mieux? Cet atterrissage. Quoi de mieux? Alexis, merci beaucoup. C'était un plaisir, Benoît. Les liens sont dans la description. Absolument. On ne le redira jamais assez. Et moi, je prends le rendez-vous pour vidéo sur comment donner des bons feedbacks, comment poser des bonnes questions, tout ça. comment tout faire, et pour que tu me coaches. Si vous avez vraiment envie que ça arrive, vous spammez les coms, où que vous soyez, et vous dites à Benoît, vas-y, réinvite Alexis, je veux savoir sur quoi tu vas te faire coacher, je veux savoir comment faire des feedbacks et tout. Si c'est pas le cas, c'est que, bah, en fait, je vous ai pas régalé, quoi. Voilà. On mettra exactement cette phrase-là, au mot près, dans la description, vous la copiez-collez dans les commentaires. Exactement. Voilà. Vous la copiez-collez. Salut.